Bonsoir à tous et bon dimanche, ravi de vous retrouver au lendemain d'une journée exceptionnelle à Monaco dont nous allons reparler dès le début de ce journal. Nous recevrons de nouveau l'ambassadeur Philippe Oringo pour son regard diplomatique ainsi qu'Alban Mikosi, spécialiste du Vatican pour France TV qui nous dira comment lui, en tant que journaliste, a vécu l'événement. Quand la prévention routière devient un jeu d'enfant, c'est l'objectif du Road Safety Day, un événement organisé pour la deuxième fois par la Fondation Princesse Charlène et qui a réuni beaucoup de monde, vous le verrez. Dans ce journal également, nous irons faire un tour du côté du jardin exotique qui rouvre officiellement ses portes ce dimanche. Les monégasques et résidents étaient conviés en avant-première ainsi que nos caméras. Et puis nous finirons ce beau week-end en musique et tout en convivialité. L'OPMC a tenu un nouvel happy hour musical autour des œuvres de l'immense compositeur français Olivier Messiaen. Nous avons vécu ensemble la visite exceptionnelle du pape Léon XIV en principauté hier. Après l'émotion, l'heure est aujourd'hui au bilan. Que retenir de cet événement? Retrouvons tout de suite l'ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège, Philippe Oringo, qui est revenu sur notre plateau ce matin. Bonsoir Philippe Oringo. Bonsoir Théo. Merci de refaire un crochet par notre rédaction avant de reprendre le chemin de Rome. Avant d'entrer dans les sujets de fond, quelle journée nous avons vécu hier? Regardez ces images. Comment vous l'avez vécu cette journée personnellement? De manière très intense, parce que il y avait de la simplicité, de l'émotion, de la chaleur, de la bienveillance, un rayonnement, je pense, très sensible pour tout le monde, de la personnalité du pape. On sentait aussi une joie et une ferveur profonde du prince et de la famille princière. Et tout ça était extrêmement harmonieux, simple, familial, un peu comme si le pape avait toujours été parmi nous à Monaco, de manière très étonnante, alors que c'était un événement évidemment unique. Mais oui, on l'a vécu d'une manière très intense. Elle était à la hauteur de vos attentes cette journée, au regard de tout ce que vous aviez préparé? Oui, pour dire la vérité, elle a même été au-delà, parce que je n'imaginais pas qu'elle puisse se dérouler d'une manière aussi fluide. Naturellement, nous avions tout fait en liaison avec tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ce grand événement pour éviter des temps morts ou pour éviter des surprises. Mais là, ça s'est déroulé d'une manière tellement naturelle que nous avons tous été surpris, en vérité. C'est cette fluidité est véritablement un moment harmonieux à tout point de vue, pas seulement sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, mais sur le plan pratique, un déroulé sans faute, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors ça montre naturellement la capacité de Monaco à gérer des grands événements, ça nous le savions depuis longtemps, mais le fait que le pape était au milieu de nous, aurait pu nous perturber d'une certaine manière parce qu'il a une personnalité tellement importante, tellement rayonnante, tellement différente des gens que nous avons l'habitude de voir, que nous aurions pu avoir des moments de surprise ou des moments d'hésitation. Et là, pas du tout. Ça s'est passé d'une manière très familière, vraiment extraordinaire. Nous savons que les deux chefs d'État de deux États catholiques, qui plus est, se sont entretenus en privé, on en avait parlé la dernière fois. Pour rentrer dans les détails de fond, quelles ont été la teneur des discussions? Alors, bon, ce sont des entretiens privés, donc par nature, il est assez difficile de connaître la teneur exacte de leurs propos. Mais comme je vous le disais la dernière fois, lors de leur première rencontre réelle au mois de janvier de cette année, le Saint-Père et le Prince ont abordé des sujets très importants, comme celui de la paix dans le monde, des questions de bioéthique, la manière de conduire une diplomatie tournée vers le dialogue et une diplomatie normative et pas une diplomatie de la force ou de l'intimidation. Et ils ont naturellement poursuivi leurs entretiens. Mais je crois surtout qu'il y a eu ici aussi, en plus, une touche véritablement personnelle. Et je crois que leur entretien, à la fin duquel la princesse Charlène a d'ailleurs assisté, a permis de resserrer ce lien personnel. Comme je vous le disais la dernière fois, l'affect joue énormément. La relation humaine joue énormément. Et je crois que cette fois-ci,
entre le prince et le Saint-Père, il y a eu cette dimension plus personnelle que purement politique ou purement diplomatique. Je crois que leurs échanges ont aussi été des échanges de nature amicale. Vous noterez d'ailleurs que dans son discours, le pape a utilisé le mot amitié, amitié sociale. C'est un mot d'une force extraordinaire et relativement rare. Le pape François parlait de cordialité, il parlait de bienveillance, il parlait de miséricorde. Ce pape-ci n'a pas employé le mot amitié par hasard, et je crois qu'il y a un réel début d'amitié entre notre souverain, la famille princière et le pape. Et ça, c'est quelque chose sur quoi nous pouvons fonder un avenir diplomatique. Et en parlant des messages justement qui ont été forts et qu'on a retenus, dont on a parlé dans notre direct, on a entendu justement, vous parliez du discours au balcon hier matin, le pape disait au balcon du palais que dans la Bible, ce sont les petits qui font l'histoire. Vous avez entendu cette phrase peut-être vous-même, on a beaucoup insisté au moment du direct. Est-ce que c'est ce message peut-être l'un des plus importants avec ceux que nous avons évoqués, l'amitié sociale, ce message qu'il faudrait retenir peut-être aussi de cette journée? Oui, c'est très important parce que la dernière fois que nous avions eu le plaisir de nous entretenir ensemble, j'avais évoqué le soft power des petits États. Mais en vérité, comme je vous le disais, le Saint-Père ne s'intéresse pas à la taille des pays, au nombre d'habitants, à la dimension du territoire, à la puissance militaire, à la puissance économique. Évidemment, tout ça rentre en ligne de compte. Mais dans les petits États, il voit surtout des États qui peuvent s'affranchir des intérêts nationaux et qui peuvent porter des messages un peu universel et intemporel, comme ce que fait le Saint-Siège. C'est ça qui est important. Un petit État, c'est pas seulement small is beautiful, comme on disait à l'époque. C'est aussi le fait que nous pouvons nous concentrer sur des messages importants, sans pour autant créer de jalousie ou de zizanie ou de perturbation. Quand vous avez une parole venant d'un petit État, elle peut être écoutée, elle peut surtout être entendue, parce qu'on sait que derrière, il n'y a pas le poids d'une menace, il n'y a pas le poids d'une rétorsion, il n'y a pas... Voilà, c'est-à-dire que nos messages sont désintéressés. Et je crois que c'est un exemple, parce que Monaco est le premier à avoir été visité en Europe, mais il y en aura d'autres. Il est fort à parier que le Saint-Père ira aussi un jour en Andorre, par exemple, ira aussi à Saint-Marin, qui connaît très bien. Et je pense que tous ces petits États ont effectivement leur rôle à jouer. D'abord parce que sur le plan politique, ils ont tous une voix aux Nations Unies, ce qui n'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Et politiquement, le Saint-Siège pratique une politique tout à fait réaliste, un État, une voix, qui est un des grands principes de la démocratie à l'échelle mondiale. Mais je pense qu'il voit dans les petits pays des laboratoires. Ce qui est frappant, Théo, c'est que le prince Régnier avait lui-même qualifié Monaco d'État laboratoire. On s'en souvient. Et qu'on s'en souvient très bien. Et que le pape ait repris ce concept est assez révélateur de l'intérêt qu'il porte à notre pays de longue date et la connaissance profonde qu'il a de la réalité monégasque. Ça devrait montrer justement les liens qui vont continuer de se souder et de s'entretenir entre les deux chefs d'État, les deux petits États, les deux plus petits États du monde, Vatican et Monaco derrière, pour des années à venir. Merci beaucoup, merci infiniment Philippe Oringo, ambassadeur de Monaco auprès du Saint-Siège, d'être venu nous tirer le bilan de cette belle visite hier à Monaco du pape sur notre territoire. Merci à vous et bon retour à Rome. Merci Théo, je repars le cœur joyeux, si j'ose dire, et léger d'une certaine manière, tant cette visite a été, je crois, une réussite pour notre prince, une réussite pour la principauté, et c'est un gage d'avenir de l'excellence de la qualité de nos relations avec le Saint-Siège. Merci beaucoup. Merci.
Voilà pour cet entretien réalisé ce matin. Et hormis les fidèles, les curieux et toutes les personnalités présentes, il y avait également un large corps de journalistes venus de France, d'Italie et d'ailleurs pour vous faire vivre cet événement d'ampleur. Comment eux l'ont-ils vécu? Nous sommes en ligne avec un habitué des sujets papaux. Bonsoir Alban Mikosi. Bonsoir. Vous connaissez bien le Saint-Siège et l'actualité autour du pape que vous avez longtemps couvert depuis Rome pour France TV. Et hier, vous avez suivi avec grande attention cette visite ici à Monaco. D'abord, une impression d'ensemble. Comment l'avez-vous vécu à titre personnel? Alors, ce fut une belle journée, ça, très belle journée sans aucun doute. Il y avait pas mal de monde, il y avait une vraie ferveur, j'ai trouvé des monégasques et des gens qui sont venus pour y assister. Et pour nous, les journalistes qui couvrons ce type d'événement, c'était d'abord très bien organisé. Et puis deuxièmement, moi j'ai trouvé qu'il y avait une communication agréable, assez fluide avec les fidèles, les pèlerins qui étaient venus, avec les membres de l'hiérarchie qui nous ont parlé. Globalement, ça a été une journée agréable à suivre et une journée assez réussie. Nous savons que toutes les chaînes de télévision, tous les médias présents n'ont pas traité le sujet de la même manière, ne l'ont pas anglais de la même manière, dit-on dans notre jargon. Certaines chaînes de télé ont même choisi de ne pas diffuser certaines séquences. Quels ont été vos angles? Alors effectivement, au départ, lorsque le pape Léon XIV choisit Monaco, c'est assez inattendu. Pour un premier voyage en Europe, c'est pas d'abord l'un des plus grands pays, il prend le deuxième plus petit pays en surface au monde après le Vatican, Monaco, et Monaco a cette image un peu de bling-bling, de réussite financière, et on se dit quel message le pape va-t-il apporter dans un territoire comme Monaco, et simplement va-t-il y avoir une communication entre les monégasques et lui-même. Donc au départ se pose vraiment la question de pourquoi ce choix. Ça a été notre premier angle. On a cherché avec des experts à déterminer qu'est-ce que voulait dire le pape en choisissant Monaco. On a trouvé des experts qui nous ont expliqué qu'en réalité, on cherche à travers Monaco la caisse de résonance qu'offre la principauté. Il y a 150 nationalités représentées dans les habitants de la principauté et il y a aussi un prestige international qui fait que lorsque le pape parle à Monaco, finalement, il est davantage écouté, davantage entendu que s'il allait dans des pays plus habités, mais avec moins de prestige. Et alors, qu'est-ce que vous avez choisi de diffuser finalement, vous, à l'antenne? Est-ce que vous avez pris toutes les séquences? Alors non, parce que nous sommes une chaîne de service public, mais une chaîne laïque. Donc on a choisi de diffuser toute la matinée, la première partie, celle qui était au palais. Parce que c'est, j'allais dire, la rencontre civile, la rencontre politique, diplomatique entre deux États, l'État de Monaco et l'État du Vatican, avec des prises de parole qui ont une résonance certes religieuse. Monaco est un État catholique, mais c'est aussi une rencontre politique entre deux États. Après la partie cathédrale de Monaco et la partie sainte dévote, qui sont davantage des parties religieuses, on n'en a diffusé que des extraits. Et enfin, la messe, là on a choisi de montrer la dimension du dispositif, de montrer la rencontre qu'il y avait, d'interviewer des gens, mais nous n'avons pas diffusé la messe en longueur, parce qu'encore une fois, nous sommes une chaîne laïque, parce que la cérémonie se passe dans un autre État que la France, et donc on a choisi de ne pas diffuser la messe en intégralité, mais en revanche, des extraits. Et alors, si vous deviez résumer, que faudrait-il retenir selon vous d'une telle journée historique à plus d'un titre pour Monaco et sa communauté catholique? J'ai même envie de poser la question autrement. Vous qui en avez fait tellement des voyages avec les papes, qu'est-ce qui rend celui-ci vraiment unique finalement? Alors, moi je dirais que c'est un très joli coup pour la principauté de Monaco. Être le premier État d'Europe à faire venir un nouveau pape, c'est quand même un très très joli coup. Ça montre la place, l'importance qu'a la principauté de Monaco, bien supérieure à sa superficie, à son nombre d'habitants. Le nombre de citoyens monégasques, je parle sous votre contrôle, c'est à peu près 39 000. Donc c'est une petite ville de France. Donc, grande réussite pour Monaco. Pour le Vatican, est-ce que c'est une grande réussite? On verra si son message a été entendu, on verra si son message a été écouté, j'irais même au-delà, c'est-à-dire est-ce que ça va donner quelques fruits quand on s'y dit, par exemple, qu'il faut davantage de partage des richesses, comment ça va être perçu, y compris par les gens qui sont très riches et qui vivent ici. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a un petit bémol, c'est la ferveur populaire. Si vous voulez, on a tellement dit aux gens que pour des raisons de sécurité, il fallait réserver pour être à tel endroit avec certitude. Il y avait moins de gens, on va dire, dans les rues qui venaient par simple curiosité, qui auraient pu suivre sur des écrans géants. On va dire que c'était une visite qui était
tellement organisé qu'il n'y avait pas les débordements de ferveur populaire qu'on voit parfois dans certains autres pays à l'occasion de visites du pape. Après, il y a la personnalité de Léon XIV qui est assez peu connu pour l'instant et qui en plus lui-même est assez timide, réservé. Pour être clair, c'est pas Jean-Paul II. Merci beaucoup Alban Mikosi, journaliste pour France TV, de nous avoir livré votre regard sur ce voyage apostolique du pape Léon XIV à Monaco hier. Ils ont pédalé pour la bonne cause, apprendre les bases de la sécurité routière et comprendre toute l'importance de la mobilité douce. Le deuxième Road Safety Day, porté par la Fondation Princesse Charlène, a réuni bon nombre d'enfants et de personnalités de la Principauté ce matin sur l'esplanade du Hervoto. Sarah Kari et Thomas Deus étaient avec eux. Le ciel gris menaçant ne les aura pas freinés. Des dizaines d'enfants ont enfilé leur casque pour tester toutes sortes d'activités liées au vélo. Camille, par exemple, s'est essayée au pump track, cette piste en boucle composée de bosses et de virages. C'était quand même difficile, mais j'ai quand même bien réussi. Ça les familiarise avec la police, les agents de la sécurité, et c'est bien de leur montrer qu'il faut les écouter et suivre leurs consignes. Plus insolite encore, ces vélos n'avancent pas, mais en pédalant, un mixeur s'active. Une alternative ludique pour préparer de délicieux smoothies sans consommer d'électricité. Encore faut-il que nos pieds touchent les pédales. Le prince Albert II et la princesse Charlène sont venus donner l'exemple. Il y a 3 piliers au sein de la Fondation, la prévention de la noyade, l'apprentissage de la natation, mais aussi un 3e pilier qui est communiquer des valeurs essentielles au travers de la pratique de sport, la pratique sportive. Et ça rejoint vraiment aussi, c'est aussi comment est-ce que je me comporte correctement dans mon environnement, avec mes copains, avec mes copines, en sortant de l'école, je fais attention à quoi sur la route, la prévention routière. Elle coche également tout ça et ça semblait tellement logique d'intégrer ça dans les actions et dans la mission de la Fondation. La Fondation qui a pu compter sur la présence de ses ambassadeurs comme Peter Sagan, cycliste slovaque considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs du monde. I think it's very important to doing event like this that for safety, for that the kids can learn about security and stuff on the road. Les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, la Société monégasque d'assainissement ont également répondu présents, sans oublier la Vuelta, le départ du Tour d'Espagne étant prévu le 22 août en Principauté. Today, pour les enfants, they can draw the winner's jersey for the Vuelta, and the best drawing, which will be judged by Her Highness Princess Charlene, will win a signed jersey from last year's winner of the Vuelta, Jonas Vingegaard. Le challenge Monabike a couronné cet événement, rappelant qu'il n'est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes. Après 6 longues années d'absence, le jardin exotique de Monaco a rouvert ses portes au public aujourd'hui. Pour cette journée inaugurale, les Monégasques étaient naturellement conviés en avant-première et ont pu redécouvrir ce lieu emblématique avec ses nouveaux aménagements, ses majestueux cactus et son panorama exceptionnel sur la Principauté. Marie Bonnet-Blanc et Hugo Comasa. Ce portail n'avait pas rouvert à du public depuis 6 ans. Aujourd'hui, ce site a été entièrement réaménagé, de nouveaux espaces ont été créés et la célèbre grotte a été rénovée. Inauguré en 1933, ce lieu emblématique continue de susciter une vive émotion. Pour beaucoup, ce jardin est chargé de souvenirs. Moi, c'était avec mon époux surtout que j'ai perdu depuis, donc je reviens sans lui et donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Moi, ça avait été la grotte. La grotte, ça avait été vraiment l'endroit où c'est assez impressionnant finalement, de descendre sous terre. Je pense que c'est ça qui m'avait le plus plu. Je l'ai visité quand j'avais 4 ans. J'ai même une photo de cette visite avec ma maman et c'était très chouette. J'ai retrouvé l'endroit où la photo avait été prise. Voilà, c'est magnifique. Accroché à flanc de falaise avec une vue imprenable sur la Principauté, le jardin abrite désormais près de 20 000 plantes qui s'épanouissent entre rochers et espaces verdoyants. Les premiers visiteurs sont émerveillés par cette transformation. Je suis agréablement surpris, c'est une merveille. Je l'ai visité il y a une vingtaine d'années et j'apprécie la différence et les améliorations qui ont été apportées. Ils ont fait de très beaux passages.
Après, les cactus, je ne peux pas trop dire parce que c'était déjà beau avant. Mais non, c'est très bien, très très beau. À chaque fois que je passais en bas, je regardais toujours les travaux et je me demandais vraiment si un jour ça allait ouvrir. Mais là, c'est magnifique, c'est une très très belle journée aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Je connais le jardin depuis très longtemps puisque j'y ai travaillé. Et vraiment, les plantes sont magnifiques. Il y a beaucoup plus de choses à voir, des choses même très rares. Et donc c'est intéressant. Et les aménagements sont superbes. Ce n'est pas beau, c'est un émerveillement. Le jardin exotique de Monaco ouvrira officiellement ses portes au public lundi 30 mars. L'entrée sera gratuite toute l'année pour les Monégasques. Pour les autres visiteurs, le tarif est fixé à 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Un mot de Formule 1, Charles Leclerc monte sur la 3e place du podium au Grand Prix du Japon ce dimanche, juste derrière Oscar Piastri et l'Italien Kimi Antonelli, qui remporte donc la course au volant de sa Mercedes. Ça a été une course amusante, pas suffisamment pour pouvoir rattraper Oscar Piastri, mais c'était sympa à débriefer le pilote monégasque. Le prochain Grand Prix sera celui de Miami le 3 mai prochain, ceux de Bahreïn et d'Arabie Saoudite ayant été annulés après le début de la guerre au Moyen-Orient. Musique, l'OPMC a proposé un nouvel happy hour musical mercredi, concert de musique de chambre qui offre ensuite un moment de convivialité et d'échange entre les artistes et le public mélomane monégasque. Et cette fois, les musiciens ont interprété les 20 regards sur l'enfant Jésus pour piano seul et le quatuor pour la fin du temps, signé Olivier Messiaen. José Sacré et Thomas Deus y ont assisté. Olivier Messiaen était au programme de l'happy hour musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, mercredi 25 mars à l'Auditorium Régnier 3. D'abord, des extraits de Regards sur l'enfant Jésus pour piano seul ont été joués par Mackie Belking, puis le Quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen a été interprété par Sybille Duchesne violon, Mackie Belking piano, Alexandre Fougeot violoncelle et Véronique Audard clarinette. C'est une œuvre vraiment emblématique, surtout en musique de chambre dans le répertoire de la clarinette. Et je rêve de jouer cette pièce depuis que je suis toute petite. C'est une pièce extrêmement difficile à jouer, en particulier pour la clarinette. C'est difficile pour tout le monde, à chaque difficulté technique propre à chaque instrument. Mais oui, et c'est difficile de le tenir au niveau de l'endurance, je dirais surtout. Pourquoi cette pièce est-elle si importante dans l'histoire de la musique ? Parce que Messiaen a marqué vraiment un tournant dans la musique contemporaine du XXe siècle et c'est lui qui a formé. Il a eu une influence considérable sur tous les musiciens contemporains qui ont suivi. Il a été prof au conservatoire. Il a eu des élèves comme Boulez, comme Gilbert Ramy, comme Stockhausen, Xanakis. Et lui, ce qui est fascinant, c'est qu'il a un langage vraiment propre, mais basé sur des recherches sur les oiseaux, parce qu'il a répertorié énormément d'oiseaux, enregistrés, répertoriés et essayé de retranscrire dans sa musique sur les rythmes. Et également, il était passionné aussi de plain chant médiéval et on retrouve un peu tout ça avec en plus cette foi, cette ferveur catholique qui ne le quitte pas et qui habite quand même la plupart de ses œuvres. Ce quatuor pour la fin des temps a été composé par Messiaen et créé avec des amis musiciens prisonniers comme lui au Stalag 8A à la frontière de la Pologne en 1941. C'est tragique et en même temps c'est sublime et c'est une grande chance pour nous d'avoir cette pièce-là dans le monde de la musique de chambre. Au programme des mardis du cinéma, l'Institut audiovisuel de Monaco projettera le roman de Mildred Pierce ce 31 mars à 19h au Théâtre des Variétés. Tiré du célèbre livre de James Cain, le film, qui date lui de 1945, est plus précisément un long métrage de 110 minutes. Le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vatrican, a livré tous les secrets de cette référence à Fabien Bonilla. Écoutez. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien.
Le roman de Mildred Pierce, c'est un film d'après-guerre en noir et blanc. Quelle est l'histoire de ce film ? Alors l'histoire est celle d'une femme, donc Mildred Pierce, qui est mariée à un homme qui l'ignore. Ouais. Clairement, dont elle va divorcer, mais qui du coup va devoir subvenir à ses propres moyens, et celle de sa fille qui est encore ado, et donc il va devoir trouver du travail, travailler comme serveuse, puis avoir son propre restaurant, enfin, pour voilà, s'émanciper et être capable de s'assumer elle-même. Chose qui était assez rare dans le cinéma américain de l'époque. Oui. C'est pas nouveau, mais c'était encore assez rare. Le film, comme le roman, oriente plutôt vers, disons, une vision assez pessimiste de la manière dont la femme était traitée dans l'Amérique de cette époque. Et puis elle va rencontrer un autre homme qui va plutôt essayer de lui soutirer de l'argent, puisque son restaurant marche bien. Il va s'éprendre de sa fille. Voilà, il ne faut pas en dire trop non plus, pour laisser. Vous allez nous dire qui a tué le mari de Mildred Pierce dans le Comment film. Vous allez nous donner le nom de l'assassin ou... Peut-être pas. Il vaut mieux pas. Non, parce que ça gâcherait vraiment le plaisir du film. Donc voilà, c'est un film qui a des ressorts de film noir, mais en même temps un récit qui appartient plutôt au mélodrame. Pourquoi il faut aller le voir, alors, justement ? Précisément pour ce récit très inhabituel, en forme de coup de poing, avec une scène d'éclat au début, de meurtre, et puis ce récit qui part sur une autre tonalité, plus mélodramatique. On va nous raconter la vie de celle qu'on croit être la meurtrière, puisqu'évidemment, si on la voit, et on la voit au début tirer avec un revolver, on pense que c'est elle, mais évidemment, le film va nous montrer que c'est pas elle, mais qui est. Voilà, le récit emboîté comme ça est très réussi et permet un suspense tenu jusqu'au bout. Allons voir le roman de Mildred Pierce. Merci Vincent. Merci Fabien. Berrigan? Yes. What's wrong? What's the matter? Your husband. He's been murdered. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité à Monaco Info tout au long de ce week-end historique en principauté. Dans un instant, la météo de Marie Bonnet-Blanc. Demain, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthier recevra le rabbin de la communauté juive de Monaco, Daniel Torgman. Et à 19h demain, Émilie Rousseau vous accueillera pour un nouveau JT. Excellente soirée et très bonne semaine à Monaco. À bientôt. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. La semaine s'annonce ensoleillée car demain et dans les jours qui suivent, le ciel sera dégagé, le soleil brillera. Côté température, demain comptez environ 11 degrés le matin et jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. Ce sera également l'occasion de souhaiter une très belle fête aux Amédées, un prénom d'origine latine qui signifie « aimer de Dieu ».